Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes notre invité politique ce matin dans cette matinale. Monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Debout la France, vous êtes député de l'Essonne, maire de Hyères et candidat à l'élection présidentielle. Merci d'être avec nous pour vous interviewer ce matin. À mes côtés, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour. Et Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Nous avons deux femmes. Bonjour mesdames. Vous êtes bien traitées par cette matinale ce matin, dit Nicolas Dupont-Aignan. François Fillon, candidat officiel mi-janvier de la droite et du centre à l'élection présidentielle. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour vous, non? Pourquoi? Mais candidat des Républicains, on est dans une situation un peu surréaliste en France. Il y a 4 millions de Français qui ont voté pour une primaire organisée par un parti. Il y a eu un beau débat, mais cela ne représente que 10% du corps électoral. Il y a 40 millions de Français qui n'ont pas été concernés par cette primaire. C'est un grand succès quand même, populaire. Mais, non, pas plus qu'ailleurs. La vraie primaire, c'est le premier tour. Ce n'est pas parce qu'il y a 4 millions de Français sympathisants d'un parti qui ont voté que la campagne est finie. À entendre les observateurs, tout s'arrête. Il y a 40 millions de Français qui ont le droit d'avoir des débats, de comparer des projets. Tout n'est pas joué, loin de là. Et quand on voit ce qui s'est passé avec les sondages, je peux vous dire qu'il va y avoir des surprises. Surtout quand on regarde et qu'on observe de manière approfondie le programme de François Fillon. Mais justement... Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle comme gaulliste pour proposer une autre politique. Cette autre politique que je crois absolument indispensable si on veut éviter de partir dans le fossé. Oui, mais Nicolas Dupont-Aignan, la primaire, 4 millions de votants, c'est quand même un plébiscite pour un programme de rupture, pour un programme de réforme. Ça vous parle? Mais non, excusez-moi. Il y a 4 millions de sympathisants d'un parti, 10% du corps électoral qui ont choisi le meilleur pour eux des représentants de leur projet. Mais les Français n'ont pas le droit d'avoir d'autres projets. On est condamné à osciller entre des socialistes qui ont échoué lamentablement et des revenants qui ont gouverné ensemble pendant 10 ans. Car François Fillon, pardonnez-moi, est un revenant. Il a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, il est député depuis 81, il est solidaire de tous les choix qui ont été faits. Attendez, soyons clairs. Mais pour les électeurs, mais pardonnez-moi, ça marchait pas pour qui? Non mais ça marchait pas pour qui? Elle l'a dit pour Bruno Le Maire déjà. Non mais attendez, excusez-moi, pour les électeurs des Républicains. Mais c'est normal, les Républicains, ils ont gouverné pendant 15 ans. Attendez, ils ont gouverné pendant 15 ans. Mi-chemin des socialistes. Socialistes 15 ans, Républicains 15 ans. Ça fait 30 ans que ces gens-là ruinent la France. Regardez les chiffres du chômage sous François Fillon, regardez les chiffres de la délinquance, regardez les chiffres de l'immigration, regardez les chiffres de la fiscalité. Si les électeurs républicains ont envie de continuer comme ça encore 5 ans, c'est leur choix. Mais moi je dis aux Français, il n'y a pas de fatalité. On peut gouverner autrement. Il y a une autre politique. Et je suis candidat car je considère, et c'est le point clé, que les choix européens de soumission à Bruxelles, mais à la mondialisation, à la finance, de souveraineté, il parle de nation. Si je peux finir ma phrase, c'est fondamental, à la finance, qu'ont fait les Républicains et les socialistes depuis 30 ans, mène le pays à la ruine. Et je ne veux pas en prendre pour 5 ans encore. Et je propose une autre voie. Et les Français vont trancher. Mais il n'est pas seulement, vous dites depuis le début de cette émission, il n'est pas seulement le candidat des Républicains, François Fillon. Il a gagné la primaire de la droite et du centre. Il rencontre aujourd'hui Jean-Christophe Lagarde pour préparer un accord législatif commun. Est-ce que sa dynamique ne vous prive pas de votre espace politique? Mais quel espace politique? L'espace politique de gens qui ont gouverné ensemble, qui ont fait exploser la dette, qui sont soumis à Bruxelles, qui ont ratifié Lisbonne, qui ont ouvert les frontières et qui ne veulent pas les refermer. Mais moi, j'ai un programme différent. Mais François Fillon, pendant des mois, a dit à ses amis, laissez-moi dérouler mon programme. Il était à 9% dans les sondages. Il n'y a pas un journaliste de Paris qui pensait qu'il pourrait gagner. Il a continué sa voie. Eh bien, moi, je suis pareil parce que je respecte l'homme. Je continue ma voie. Je propose une renégociation des traités européens pour protéger les Français et éviter une cure d'austérité qui tuera le pays. Vous pensez c'est un choix majeur. Le pays sans faire souffrir les Français? Exactement. Je veux redresser mon pays sans faire souffrir les Français, car je crois que dans la compétition mondiale, mettre son peuple la tête sous l'eau n'est pas le moyen de gagner des positions. C'est une erreur stratégique majeure. Et j'ajoute qu'au moment où les États-Unis et l'Angleterre relancent leur économie, au moment où ils abandonnent cette politique folle qui a échoué en Grèce, qui a échoué en Espagne, ceux
qui sont les responsables, parce que c'est quand même extraordinaire, Cyril, les responsables des problèmes d'aujourd'hui veulent punir le peuple de leur échec. C'est ça qui est incroyable. Ils vont punir le peuple de leur échec. Et bien je dis aux Français, ne vous laissez pas faire. Nicolas Il est Dupont-Aignan. temps de réagir. Et vous n'êtes pas obligé de continuer avec les socialistes pour éviter une question pire. concrète, justement. Airbus, plus d'1 millier de postes supprimés, pour un groupe qui a un carnet de commandes record. Est-ce que vous comprenez ces logiques de restructuration quand même? Mais non, je ne les comprends pas. Ces logiques de restructuration, elles sont faites pour quoi? Pour améliorer le rendement, pour essayer de continuer d'avoir des commandes qui fonctionnent. La concurrence, oui. La concurrence déloyale, non. Non, mais une de mes, vous êtes président. Une de mes différences, par exemple, avec les Républicains ou les socialistes, parce que c'est la même chose. Mais vous faites sur quoi ce dans ces cas-là? Attendez, si je peux finir. La directive travailleurs détachés, par exemple, qui permet à 500 000 étrangers de l'Union européenne de travailler sans payer les charges sociales, de faire faillite à nos PME, je la supprime d'autorité. Deuxième point, le libre-échange international, s'il est loyal, je l'accepte. Quand il est déloyal et que la Chine subventionne ses industries, regardez sur les panneaux solaires, mais vous pourriez parler de l'aéronautique, j'étais en Midi-Pyrénées. Airbus impose à ses sous-traitants de délocaliser en Chine. Regardez l'industrie pharmaceutique, dans des hôpitaux, il n'y a plus de médicaments anti-cancer parce qu'ils sont fabriqués en monopole en Chine. Voilà la réalité de la mondialisation. Et face à cette mondialisation absurde, il y a les États-Unis qui réagissent, il y a l'Angleterre qui s'en va, et il y a la France qui prend celui qui a fait tous les gouvernements pour imposer une cure d'austérité qui va abîmer notre pays. Eh bien, je pense qu'on peut réformer la France, parce qu'il y a besoin de réformes. Moi, je ne suis pas socialiste. Il y a besoin de réformes. Il y a besoin de faire des efforts. Mais ces efforts ne porteront leurs fruits que s'ils sont partagés. Que si ce n'est pas la hausse de la TVA d'un côté, le matraquage fiscal pour supprimer l'ISF. Parce que moi, je ne veux pas de ça. Je suis gaulliste. Nicolas un vrai gaulliste, pas un faux gaulliste. Nicolas Dupont-Aignan. François Fillon est un faux gaulliste. Bien évidemment. Le gaullisme, madame, c'est quoi? C'est deux choses. C'est l'indépendance nationale. Et deuxièmement, c'est la justice sociale. Ça a été un gaulliste social. Ça a été un gaulliste social. Ça a été au passé. J'en parlais parce que vous allez m'expliquer comment la suppression des petits risques de la sécurité sociale, c'est du social. Vous allez m'expliquer comment maintenir la directive travailleurs détachés qui fait qu'il y a des travailleurs qui ne payent pas les charges sociales françaises et que nos PME font faillite, nos artisans, nos commerçants, c'est social. Et il faudra Nicolas aussi François Fillon, dans votre programme, il n'y a pas de suppression de postes de fonctionnaires. Il faudra que François Fillon s'explique sur la baisse de 20 milliards des dotations aux collectivités locales qu'il prévoit, alors même qu'on a déjà supprimé 11 milliards et que nos communes ne peuvent plus vivre. Il faudra qu'il vienne au Sénat nous expliquer comment on va maintenir les crèches, comment on va maintenir nos écoles avec cette annonce. Mais il y a un moment, il faut que les Français relèvent la tête. Il nous reste 4 mois pour le faire. Qu'est-ce que vous nous dites, Nicolas Dupont-Aignan? Non, mais moi, je veux un débat avec lui. Est-ce que vous nous dites que le programme de François Fillon est un programme qui est fait uniquement pour les riches? Ah, complètement. Qui est fait pour des gens qui n'ont pas de problème. Mais il a été fait avec les expatriés de Londres. Alors, moi, j'aimerais bien, à un moment, qu'on revienne sur Terre. Je souhaite que la France se redresse. Je prends un exemple. Je veux baisser les impôts des PME parce qu'il faut, et là, il a raison sur certains points. Tout n'est pas faux. Il a raison de dire, et nous le disons tous, nos PME ont trop de charges. Mais en revanche, moi, je veux baisser uniquement les charges des entreprises françaises qui réinvestissent en France. Je propose de diviser par 2 l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Je propose que les commandes publiques soient réservées à 75% pour des entreprises qui produisent en France. C'est-à-dire que je suis d'accord avec l'idée d'une baisse de charges pour muscler nos entreprises. Je ne veux pas continuer avec les socialistes, mais je veux une politique patriote, nationale. Nicolas Dupont-Aignan, justement, regardons dans le détail. Dans le baromètre TPE-IFOP fiducial de ce jour, 82% des petits patrons disent que l'emploi de salariés immigrés est une expérience positive pour leur entreprise, notamment parce que pour certains postes, on ne trouve pas de travailleurs français. Alors comment vous arrivez à résorber cette difficulté? En relançant le pouvoir d'achat. Au lieu de supprimer les heures supplémentaires, parce qu'il faut savoir ce qu'il y a dans le programme des Républicains maintenant, 48 heures de travail, c'est-à-dire l'alignement sur le pire de l'Union européenne, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire la suppression des heures supplémentaires. Donc on ne va pas récompenser le travail. Moi je propose autre chose. Une de mes grandes mesures, par rapport à la thématique des TPE, mais je peux vous répondre. La question c'est aussi les emplois non pourvus. Mais je peux vous répondre. Il faut remotiver. Ça veut dire comment? D'un côté,
je veux que chaque titulaire du RSA travaille 1 journée par semaine. De l'autre côté, je veux augmenter les salaires nets de tous les Français de 10%. Ça veut dire, pas en faisant peser sur l'entreprise, bien sûr, elle ne peut pas, en baissant les charges salariales, la différence entre le brut et le net. Vous avez tous une feuille de paie. Brut, net. Si je baisse de 40 milliards les charges salariales, j'augmente le pouvoir d'achat de tous les Français de 10%. Je relance la machine économique. Pas le problème que certains Français ne font pas certains postes, Nicolas Dupont-Aignan. Parce que quand vous êtes payé pour faire des postes, quand vous êtes motivé par un salaire, vous les faites. Et je voudrais qu'on arrête de jeter l'opprobre sur les 6 millions de chômeurs qu'il y a dans notre pays. C'est pas vrai que il y a parfois certains qui abusent. Mais dans l'ensemble, il y a 6 millions de chômeurs. C'est tellement facile de dire c'est la faute des chômeurs. Et j'aimerais qu'on arrête d'importer une immigration clandestine qui déstabilise notre société. La responsabilité, là aussi, des pouvoirs publics, c'est de renforcer le salaire, de lutter contre l'assistanat. Et vous verrez qu'à ce moment-là, naturellement, il y aura un transfert vers le travail. Si vous êtes président, Le Figaro publie les chiffres de l'absentéisme dans les collectivités territoriales. 9% d'absents toute l'année pour maladie ordinaire. Vous êtes président, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, chez moi, je l'ai fait, dans ma ville. Avec les syndicats, nous avons voté une réduction du 13e mois pour les absents. Et l'argent va directement à ceux qui n'ont pas un jour d'absence. Après plusieurs années de cette politique, j'ai la moitié de fonctionnaires de ma ville qui n'ont pas pris une journée d'absence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, c'est pas de réduire de 500 000 fonctionnaires. On a besoin des policiers, des infirmières, d'ailleurs on ne nous dit pas où. Le problème, c'est de faire fonctionner la fonction publique différemment. Les fonctionnaires veulent travailler. Ils sont dans un système souvent qui les bloque. Je veux qu'on récompense ceux qui travaillent. Et je peux vous assurer que c'est pas en cassant l'État, c'est au contraire en le réformant intelligemment qu'on y arrivera. Et c'est votre expérience de maire qui parle. Oui, là. Parce que j'ai appris dans ma ville, j'ai redressé une ville en faillite. Et je suis élu quand même à 80% à 3 reprises dans une ville de banlieue de 30 000 habitants. Donc j'ai peut-être fait quelque chose de bien. J'ai appris que c'est pas en tapant sur les gens qu'on va régler les problèmes. C'est au contraire en les motivant, en relançant la croissance, en relançant l'économie, en investissant massivement pour l'avenir. C'est ce que va faire Trump. Et nous, on va sombrer comme la Grèce. Nicolas Dupont-Aignan, 168 maires d'Île-de-France rejoignent la présidente de la région, Valérie Pécresse, qui dépose un recours devant le tribunal administratif pour réouvrir les voies sur berge. Pourquoi n'avez-vous pas signé cet appel ? J'ai signé, on ne m'a pas consulté, mais je suis un de ceux qui depuis, sans doute parce que je ne suis pas aux Républicains, je suis un de ceux qui contestent cette mesure stupide de Mme Hidalgo depuis des mois. Parce que cette mesure est tellement stupide qu'elle augmente la pollution, les embouteillages, là où il y a des habitants. Et j'ai proposé une mesure que je crois de bon sens, qui est de fermer les voies sur berge le week-end quand les Parisiens veulent se promener et de les laisser ouverts en semaine quand les banlieusards circulent. Voilà, c'est quand même pas la mort de trouver une solution de bon sens. Anne Hidalgo s'était engagée à fermer les voies sur berge. Est-ce qu'on peut reprocher à une élue de tenir ses promesses de campagne ? Mais est-ce qu'on peut dire bravo, vous foncez dans un mur et vous faites souffrir les gens ? Nicolas. Arrêtons cette politique de souffrance. Mon programme, c'est pas la souffrance, c'est la France. Et je peux vous dire que c'est autre chose. On vous a écouté là pendant un quart d'heure, beaucoup de points communs avec Henri Guénaud. Vous voulez faire un ticket avec lui pour la présidentielle ? Je serais ravi, j'ai parlé avec lui et nous partageons beaucoup de choses. Vous savez, Henri Guénaud est un gaulliste. Le gaullisme, c'est la France, c'est protéger la France pour défendre les Français. Et moi, je n'accepterai jamais qu'au nom du gaullisme, on abîme la France. Un ticket dans quel sens ? Un ticket pour la présidentielle. Dans quel sens ? Posez-lui la question. Président, Premier ministre. Écoutez, c'est pas la question. C'est la question qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y a une autre politique possible, qu'il n'y a aucune fatalité à continuer comme ça. Et je peux vous assurer que les Français, là, c'est votre responsabilité. Organisez les débats qu'il y a eu pour 4 millions de Français, organisez-les pour 44 millions. Qu'on puisse avoir les débats tous ensemble. Parce que François Fillon n'aurait pas été élu à la primaire de la droite ou du centre s'il n'y avait pas eu les débats. Et donc, moi, je demande à la presse de ne pas condamner les Français au petit système des Républicains, et puis après le petit système des socialistes, et puis après, c'est fini. Parce que je ne veux pas que la France parte dans l'explosion sociale au bout de 6 mois. Je ne veux plus des socialistes, mais je ne veux pas de la purge. Nicolas Dupont-Aignan, oui, dernière question. Les évêques de France demandent à François Hollande de faire échec à la rédaction d'un délit d'entrave numérique à l'IVG. Est-ce que vous les soutenez ? Vite, 20 secondes. Écoutez, est-ce qu'on peut arrêter de rouvrir des vieux débats et s'occuper de la misère sociale, du chômage de masse, du problème des entreprises, de l'immigration clandestine. Merci et de Nicolas. l'école. Vous avez vu le résultat sur l'école publique ?
Merci. Il y a du travail. Merci à vous d'avoir été l'invité politique de cette matinale. Vous êtes président de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle. On l'avait bien compris. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Dupont-Aignan, le président de Debout la France, quitte ce plateau et j'accueille, comme traditionnellement chaque mercredi, Monsieur Yves Tréhard. Bonjour Cyril, bonjour Denis. La rédaction du Figaro, directeur adjoint, et Denis Jambard. Denis, ce matin, de Challenge bonjour et de Cyril, Sud Radio. Bonjour Monsieur Tréhard. Bonjour. Bon, Nicolas Dupont-Aignan, donc candidat à l'élection présidentielle, a vu, évidemment, comme nous tous, que François Fillon deviendrait candidat officiel de la droite et du centre mi-janvier. Est-ce que son espace politique, alors je me tourne vers Yves Tréhard pour commencer, à Nicolas Dupont-Aignan, n'est pas préempté par François Fillon? Faut voir, c'est sûr que comme ça sur le papier, on se dit que c'est plutôt une menace. Aspirer de l'oxygène. Pour Nicolas Dupont-Aignan. Siphonné. Dupont-Aignan pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils se situent tous les deux à droite et François Fillon est une droite affirmée. C'est pas du tout une droite, on va dire, aménagée pour séduire le centre. C'est vraiment très affirmé. Néanmoins, le discours, on l'a vu, le discours de Nicolas Dupont-Aignan là à l'instant, il a été réaménagé en fonction de cette élection, de cette victoire à la primaire de François Fillon. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait avec Denis tout à l'heure, il y en a beaucoup qui vont s'engouffrer dans la brèche, qui est celle de l'électorat populaire. La pêche à l'électorat populaire va devenir très à la mode. Elle va être captée par Marine Le Pen, elle va être captée par Jean-Luc Mélenchon, elle va sans doute être captée par ceux qui vont représenter le socialisme, et puis par Nicolas Dupont-Aignan, de dire attention, avec François Fillon, vous allez à la catastrophe parce qu'il veut tout casser, même si c'est pas tout à fait le cas. L'État n'existera plus tel que vous le connaissez, le modèle social va voler en éclats, alors que nous, on est là pour vous protéger. Parce que la demande de liberté qui est exprimée par François Fillon, elle est réelle, mais néanmoins, vous avez quand même une partie de la France qui n'est pas dans la mondialisation, qui n'est pas dans et qui veut de la protection, qui veut davantage d'État. Denis Jambard. Oui, mais j'ai bien perçu en effet la même chose qu'Yves dans le discours de Nicolas Dupont-Aignan. Je crois qu'en tout cas, c'est valable pour les autres aussi. Non mais c'est vrai. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a tapé sur François Fillon. Ils ont trouvé, en tout cas à gauche et en tout cas tous les adversaires des Républicains et du centre, puisque c'était la primaire des Républicains et du centre, de la droite un angle d'attaque très fort. Parce que c'est une réalité. C'est un vrai danger pour François Fillon. Ce premier acte a été un acte de la droite. Mais c'est un vrai danger pour François Fillon. Il doit recentrer les choses absolument. Mais je dis pas qu'il faut recentrer, mais c'est vrai qu'il faut qu'il explique sa ligne politique et son programme pour montrer en effet que cette France est déclassée. Il en a parlé d'ailleurs du déclassement. Il est le seul d'ailleurs même, je crois, à avoir utilisé ce mot dans la campagne des primaires. Le déclassement. Les déclassés et les gens qui ont peur du déclassement. Parce qu'il y a aussi cette angoisse du déclassement dans ce pays. Eh bien, il faudra qu'il démontre, et ça c'est tout le travail de la campagne présidentielle qu'il a devant lui, que son programme ne va pas nuire à cette partie ou laisser de côté cette partie-là de la population. Et Nicolas Dupont-Aignan a raison de dire, alors là vraiment je pense qu'il a raison, de dire que tout commence, tout recommence. La campagne présidentielle, on vient de clore un chapitre, mais le chapitre réel de l'élection présidentielle, il commence maintenant. Alors, il y a des exemples concrets. On a parlé d'Airbus, plus d'un millier de postes supprimés. Alors, c'est un groupe qui a un carnet de commandes qui explose. Et là, il l'a pointé, Nicolas Dupont-Aignan. Il a pointé la responsabilité européenne. Il a pointé. En plus d'une culture souverainiste, il fait partie d'une culture... je dirais qui est anti-financiarisation de l'économie. C'est vrai qu'on comprend pas ça. Bah oui, mais ça c'est c'est la logique, si vous voulez, de notre économie aujourd'hui. Enfin, une logique qu'on peut considérer comme tout à fait illogique et mortifère, qui consiste à récompenser les actionnaires et au détriment des salariés. Mais bon. C'est une logique évidemment qui va employer parce que le sujet aujourd'hui, si vous voulez, pour beaucoup de candidats à la présidentielle, ça va être de capter cet électorat qui s'est détourné de la politique parce que ils en ont marre des mensonges, ils en ont marre des promesses non tenues. Il faut capter ces jeunes, et Dieu sait s'il y a beaucoup de chômage chez les jeunes qui ne votent plus depuis maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années. On constate que les jeunes votent de moins en moins. Et de capter aussi
eh bien tous ceux qui ont peur pour leur avenir, pour leur retraite, qui ne sont pas dans le mouvement de la mondialisation, là ça représente un monde fou. Ça. En 5 mois. Je voudrais dire un mot sur Airbus, parce que c'est pas simplement une logique d'actionnaire. C'est alors là, justement, je trouve qu'il y a une explication à donner de la part de tous les candidats. La restructuration pour performer. C'est la logique de la compétitivité mondiale. Aussi, c'est une des conséquences de la mondialisation. Et c'est l'un des paradoxes de la mondialisation que les Français, et on l'a vu aussi aux États-Unis, ont beaucoup on l'a vu avec Américains, Alstom. Oui, avec Alstom, ont beaucoup de difficultés à comprendre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une entreprise qui est en très bonne santé et qui est quand même obligée de restructurer pour garder ses parts de marché. Et c'est ce à quoi nous assistons. Alors évidemment, cette conséquence de la mondialisation, elle est paradoxale, incompréhensible et en effet injuste. C'est de l'anticipation. Il reste 2 minutes. Le psychodrame à la tête de l'État, là, qui fascine les observateurs, hein, plus que les Français, je pense. Manuel Valls, François Hollande, il va s'arrêter quand Vous avez la conséquence dans le sondage tous les jours, le sondage Sofres Figaro de ce matin. 8,5 pour le chef de l'État, 9% pour Manuel Valls, 7,5 même pour le chef de l'État. Le jour où François Hollande donnera sa réponse. Oui, mais ma question, c'est qu'au fond, ça n'a bénéficié à aucun des deux, et surtout pas Manuel Valls, du coup. Donc, quelle était la stratégie du Premier ministre? Il n'y a pas de stratégie de la part du premier président de la République, en tous les cas. C'est à l'image de son quinquennat. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait, il l'a fait dans l'hésitation, dans la godille, dans... Voilà. Et pour Manuel Valls, pourquoi? Et c'est sa stratégie, la godille. Manuel Valls, il est dans l'impasse. Il est dans une impasse, Manuel Valls. C'est très simple. Puis comme on l'a dit, Macron, il joue le Parti Socialiste après. Macron a occupé l'espace qu'il voulait occuper, puisque c'est à peu près la politique qu'il voulait faire. 15% dans les sondages, voilà. Quand même. Hein. François Hollande le bloque et il ne peut pas le trahir, parce que sinon il devient un affreux personnage aux yeux de beaucoup. Et donc, et de l'autre côté, il a Montebourg qui occupe l'aile gauche du Parti Socialiste. Donc il est dans une impasse. Et Mélenchon qui occupe le reste. Et Mélenchon qui occupe le reste. Donc il est dans une impasse. Donc il faut qu'il joue 2022 et c'est très compliqué pour lui. La bonne nouvelle, ce sont les institutions qui permettent que ça continue quand même au sommet de l'État. Comme je l'ai écrit un jour dans Challenge, merci De Gaulle, c'est ce que peut dire François Hollande. Ouais. Oui, bien sûr, mais les institutions, c'est un des atouts de la France. Quand on voit comment ça se passe en Italie, ce qui risque de se passer en Italie d'ailleurs. Et rendez-vous dimanche prochain pour peut-être un nouveau tremblement de terre. Il faut expliquer que le référendum peut être perdu par le Premier ministre qui vise à remettre en question le Sénat d'ailleurs. Oui. Merci. Et qui a engagé en plus son poste de Premier ministre sur ce référendum. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci Denis Jambard, éditorialiste.